Alors Jean-Paul Chenolot, dans moins d'une semaine, Donald Trump ne sera plus président des États-Unis. Mercredi 20 janvier, il va devoir laisser le bureau ovale et les clés de la Maison-Blanche à Joe Biden. Alors celui-ci, Joe Biden, a beaucoup dit depuis son élection en ce qui concerne les dossiers internationaux que l'Iran était en haut de la pile. On sait combien les relations entre Téhéran et Washington se sont dégradées sous Donald Trump. Jean-Paul Chenolot, ce matin, comment Joe Biden peut-il atténuer les tensions, les frictions à partir du moment où il va prendre des commandes? Je crois que tout va tourner essentiellement autour de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran qui avait été signé en 2015 par l'administration Obama, dont Biden évidemment était un acteur important puisqu'il était vice-président à l'époque. Et vous l'avez brièvement rappelé, cet accord sur le nucléaire, il a été complètement fragilisé par la décision de Donald Trump en 2018 de se retirer unilatéralement et donc laissant aux autres signataires la possibilité de continuer, mais dans des conditions impossibles, parce qu'il a tout fait, par exemple, pour saboter la possibilité, par exemple pour les Européens, de continuer à envisager les relations commerciales et économiques qui avaient été prévues dans le cadre de cet accord. Donc c'est un accord qui est vraiment très, très mal en point aujourd'hui, d'autant plus que puisque, les États-Unis se sont retirés, que deux, les Européens n'ont pas été capables de l'assumer, pour plein de raisons, les Iraniens, de leur côté, ont aussi pris des dispositions qui s'éloignent des termes de l'accord, et donc, par conséquent, ont repris de manière assez substantielle l'enrichissement de l'uranium pour arriver, sans doute un jour, à être ce qu'on appelle un pays du seuil, c'est-à-dire en capacité de produire une arme nucléaire dans un délai relativement rapide. Et je rappelle que les termes de cet accord, dans leur principe en tout cas, c'est assez simple. C'est d'un côté, on lève les sanctions contre l'Iran qui ont été mises en place à partir de 2008, c'est une vieille histoire, et qui ont été considérablement renforcées par Trump. Et en échange de ça, les Iraniens ont levé le pied en ce qui concerne leur volonté d'aller dans cette direction d'un nucléaire militaire. Alors, Jean-Paul Chenolot, évidemment, de sacrés coups de canif dans ce traité de 2018, de 2015, mais avec le retrait unilatéral des États-Unis en 2018. Et puis, récemment, l'Iran qui annonce avoir, vous le disiez, enclenché le processus destiné à produire de l'uranium enrichi à 20% dans son usine de Fordo. Alors, est-ce que ça, c'est une pression pour Joe Biden, puisque de toute façon, c'est une décision qui constitue évidemment une violation de ce fameux traité de 2015? En fait, je crois qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est que la façon dont cette décision a été prise est assez complexe, comme d'ailleurs est complexe le pouvoir en Iran. C'est le Parlement qui a voté une loi en décembre là-dessus pour demander qu'on aille vers les 20%, et le gouvernement, avec le président Rouhani, n'était pas très chaud. Mais finalement, ils ont dû évidemment aller dans cette direction. Donc il y a au sein du pouvoir iranien, évidemment, des contradictions, comme il y a dans tous les pays. Peut-être qu'en Iran, c'est plus marqué, parce qu'il y a ceux qui veulent vraiment revenir à cet accord et ceux qui ne veulent pas entendre parler. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il est clair que les Iraniens sont assez d'accord pour aller négocier, mais avec beaucoup de limites, et que le fait de décider d'aller vers un enrichissement vers 20%, ils n'y sont pas encore, mais ils peuvent y aller assez vite, et après les choses s'accélèrent beaucoup. Lorsqu'on dépasse pour des raisons techniques le 20%, on peut aller très vite vers les 90%, et donc c'est peut-être une manière aussi d'enclencher des négociations sur une position un peu forte, en disant on est prêt à revenir en arrière, puisque justement on a été très loin en avant, vous voyez l'idée, quoi. Donc c'est un peu ce qui se passe toujours quand on est dans des négociations. Donc on peut prendre le problème comme ça. Donc je pense que les Iraniens, même si, comme je viens de l'évoquer, il y a beaucoup de contradictions, sont tout de même très ouverts à l'idée, même s'ils ne le disent pas aussi clairement, d'un retour à la normalisation de cet accord. Ils veulent vraiment, ils espèrent qu'on pourrait revenir à la situation d'avant Trump, quoi. Donc, du côté Biden, c'est, je crois, après quelques hésitations qu'on a entendues dans la campagne électorale de Biden, là, il me semble que c'est clair que Biden est tout à fait décidé à revenir à l'accord. Donc, il y a une possibilité que ça se fasse, mais il y a beaucoup d'obstacles, évidemment. Alors, des obstacles, la possibilité, est-ce qu'on peut imaginer que Washington va aussi revenir un petit peu en arrière sur toutes les séries de sanctions qui ont été imposées très durement? Vous le disiez, l'Iran qui est privé de la quasi-totalité de ses recettes par rapport au pétrole, c'est à peu près 80-90% des exportations du pays. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière pour desserrer les taux sur Téhéran, enfin en tout cas de ce côté-là?
Je pense qu'il n'y a pas 50 façons de revenir dans l'accord. Ça veut dire que si on revient dans l'accord, on revient au principe de l'accord. Et dans les principes de l'accord, il y a l'idée que, justement, on lève les sanctions. Et comme le dit Biden, c'est ce qu'on va faire, mais bien entendu, quand on lève des sanctions, si l'autre partie ne joue pas le jeu, on peut remettre sur le tapis les sanctions en question. Donc je pense qu'il y a une possibilité assez sérieuse, me semble-t-il, nous verrons bien, que justement les États-Unis reviennent dans l'accord et acceptent qu'on lève des sanctions et qu'on soit en rupture même avec la politique de Trump, qui était ce qu'on appelait, vous vous souvenez, la politique de la pression maximale, c'est-à-dire vraiment essayer d'étouffer l'Iran et évidemment étouffer le régime, ce qui est à mon avis un contresens absolu, parce que quand on connaît un peu l'Iran, il y a un vrai, très fort nationalisme, une très forte identité iranienne, et au fond, les Iraniens se sont floués, parce qu'après tout, qui est sorti de l'accord? Ce ne sont pas les Iraniens, ce sont les Américains. Donc, il y a cette dimension très importante. Dernière chose, c'est se projeter un petit peu sur cette toute petite semaine qui reste à Donald Trump aux manettes. On parle de l'imprévisibilité de Donald Trump, elle est palpable. Est-ce qu'on y pourrait imaginer une surréaction à la moindre provocation iranienne dans les quelques jours qui arrivent, jusqu'au 20 janvier? Écoutez, je crois que effectivement Trump a essayé, sur ce terrain comme sur d'autres, d'installer une sorte de politique de terre brûlée pour gêner l'administration Biden. Il a sans doute, il était parfaitement au courant de l'assassinat projeté contre une figure du programme nucléaire iranien. Voilà, c'est ça. Et puis tout récemment, c'était il y a quelques jours, les Israéliens qui ne veulent pas entendre parler d'un retour à cet accord, qui sont vent debout, comme l'est l'Arabie Saoudite, eh bien, ont assez violemment, ont fait des raids très très lourds sur la Syrie, sur les bases iraniennes en Syrie. Et donc, on sent bien qu'il y a une volonté ici d'essayer d'arriver à cette terre brûlée. Pour le moment, les Iraniens ont parfaitement conscience de la configuration dans laquelle on est, et donc ils n'ont pas réagi. C'est ça qui est important. Ils n'ont pas réagi, et même leurs médias n'ont pas parlé de ces raids israéliens contre des bases iraniennes en Syrie. Donc on peut penser que justement les Iraniens attendent Biden. Après, on verra ce qui va se passer. Et donc je crois que Trump, en plus, est aujourd'hui très largement discrédité. Après l'affaire du Capitole du 6 janvier, il est lâché de partout, et j'ajouterais même contrôlé de partout. Donc il a tenté un certain nombre de coups pendant ces 2 mois de transition, mais là, depuis 10 jours, 15 jours, il est tout de même tellement surveillé, tellement en difficulté, tellement lâché aussi que on peut penser que ces dernières semaines ne devraient pas poser de problème trop grave, encore que on ne sait jamais, vous savez. En tout cas, voilà, la situation est celle-là, et on peut espérer que Biden va revenir dans cet accord, que les Iraniens aussi. Ça veut dire qu'au Moyen-Orient, il y aurait au moins un accord global dans une région qui est malheureusement complètement dévastée, déchirée par de multiples conflits. Il vaut mieux un accord en droit international, avec beaucoup de conditions, bien entendu, et de modalités de surveillance pour essayer de stabiliser la région, que d'en rester à ce qui a été jusqu'à maintenant le cas avec Trump, le pur rapport de force. Et un pur rapport de force, ça conduit quoi? Forcément à la violence et pourquoi pas à la guerre. Donc je crois que c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui au Moyen-Orient. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnoulot. Je rappelle que vous êtes directeur de l'IREMO, notre invité donc dans le cadre de nos partenariats Média IREMO. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Vous aussi, au revoir.